Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Lies, exploitation, and the American dream turned nightmare. This is Big Sugar, a deep dive into the inner workings of the sugar industry. I'm Celeste Headley, and in a new podcast, I'm investigating a true crime story like no other about the men who risked their lives to cut sugarcane. In Big Sugar from iHeartMedia, Imagine Audio, and the teams at Weekday Fun and Novel, I'll unravel a decades-long fight to get justice. If they were right, then these workers were owed tens of millions of dollars in extra wages. Listen to Big Sugar wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, je suis votre animatrice, c'est Catherine, et comme toujours, j'ai un excellent accent, et je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va? Ça va bien dans ma tête, moins dans mon corps, mais ça va. Dans ton corps et dedans ta tête, il y avait autrefois un petit roi. J'allais dire un petit rhume. Oh oui, un petit rhume. T'as scrappé ma chanson. Excusez. Bon, donc oui, c'est ça, mais on est toutes... Mais c'est moi aussi, j'ai les sniffles. Alors, c'est ça, si la voix de Catherine est un petit peu muffled parce qu'elle a un masque, parce que moi, je pouvais pas porter de masque parce que j'ai besoin de porter mes lunettes. Ouais, alors, c'est ça, Audrey faisait ça difficile, elle voulait mettre sa grippe partout dans son micro, exactement. Et moi, je voulais pas que la grippe se rentre dans mon micro, alors j'ai mis un masque, mais je pense qu'on m'entend bien quand même, parce que j'enseigne avec un masque. Voilà. Je pense vraiment pas que ça change ma voix. T'as appris à projeter. Ben oui, on dirait que je suis un enfant du théâtre, ou un enfant du cirque. Alors aujourd'hui, on va commencer par remercier toutes les sympathiques personnes qui sont venues à notre meet and greet de Jonquière. Merci! C'est tellement beaucoup. le fun! Merci pour les cadeaux! Mon Dieu! Absolument! On s'attendait pas à ça, mais pas en tout. On a reçu des cadeaux, on était tellement touchés, puis là, je veux dire, vous l'avez vu quand vous êtes arrivés, les gens qui sont concernés. Moi, je venais juste de dire à Audrey, il y a probablement personne qui va venir. Puis Audrey m'avait dit, c'est pas grave, on va juste manger, boire un café, partir. Mais non! Non seulement vous étiez au rendez-vous, mais vous êtes arrivés d'avance. Comme nous autres, on était une demi-heure d'avance, on est rentrés 2 minutes après, il y avait des gens. Écoute, on a eu le temps de jaser. J'étais complètement éblouie. Oui, par votre présence. Vous étiez des belles personnes. Oui. Merci d'être venus, c'était vraiment incroyable. Merci Jonquière, c'est une très jolie ville avec des gens très sympathiques. Si vous vous demandez quoi faire dans notre beau Québec, passez donc par le Saguenay. C'est magnifique avec des belles personnes. Oh, absolument. C'est vraiment magnifique avec des belles personnes et des beaux paysages. Et c'était beaucoup de routes pour aller à Jonquière, mais c'était le fun parce que quand on a du fun, le temps passe plus vite. Exactement, avec une bonne playlist. Voilà! Mais merci beaucoup aussi au Café L'Érudit. Puis justement, pour les remercier, on a pensé plugger une coupe de leur café. Puis là, yes. C'est des bons... Ce ne sont pas seulement des bons baristas, mais aussi des bons businessmen parce que moi, j'étais allée acheter un sac de café. Puis j'ai dit, avez-vous de la torréfaction pâle? Moi, j'aime le café pâle. Puis ils m'ont dit, oh, on a une torréfaction brune. J'ai dit, ah! Et là, ils m'ont dit, mais on en a aussi une autre, torréfaction mi-brune, que tu pourrais peut-être aimer. Puis là, si t'achètes 2 sacs, on te fait un rabais. J'ai dit, OK. Je suis gullible comme ça. Fait que là, j'ai acheté un café et je vais vous parler d'un des deux aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on va vous parler du deuxième concept. Alors, le café que j'avais à l'œil au début, avec mon amour pour la torréfaction pâle, c'est le café Terzo, qui est un café espresso. C'est fait pour être fait en espresso, mais tu peux l'acheter en grains complets, comme moi j'ai fait. C'est un café qui a une origine mixte. Guatemala et Antigua. Antigua. Et là, il a la torréfaction brune,
Parce qu'Éric Bruno est mon préféré. Et un profil de goût aux agrumes, prunes et miel. Honnêtement, c'est vraiment un bon café. C'est délicieux, je suis en train de le boire. C'est un bon café très polyvalent. Moi, j'aime beaucoup, vous le savez, les cafés à torréfaction pâle qui ont une certaine acidité. Là-dedans, l'acidité n'est pas trop prononcée. Alors, honnêtement, c'est quand même un bon café pour le réveil. C'est pas un coup de poing d'en face. C'est plutôt comme une caresse de la main d'Éric Bruno sur votre joue pendant que vous vous réveillez. Oh, ça, c'est smooth. Les belles images. Oh, c'est des belles images! Fait que c'était un vraiment très bon café, je suis très contente de l'avoir acheté. Et ben, j'espère que je vais être contente qu'ils ont réussi à me convaincre assez facilement quand même d'acheter un deuxième sac, puis on va en parler au prochain épisode. Stay tuned! On crée du suspense! Restez des nôtres! Restez des nôtres! Je suis partie, On va c'est boire tout. du café comme Les autres! On est des caféinomanes. On boit tous les cafés tant que ça cogne. C'est bon, hein? Je suis partie, C'est c'est magnifique. toune à matin. Hey, Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Ça sera sans doute déprimant? oui. Ah, voilà! Donc, en faisant l'horaire des publications et etc., je me suis rendu compte que mon épisode d'aujourd'hui allait sortir le 28 octobre, donc Wesh. juste à temps pour l'Halloween. Oh, l'Halloween! Alors, je me suis dit que j'allais faire un épisode thématique pour ça et que j'allais m'attaquer à l'histoire de Carl Giroir et de l'attaque au sabre dans le Vieux-Québec qui a eu lieu en 2020. Oh non! Ah oui. Oh non! Comme le pire cauchemar de tout le monde qui passe Halloween ever. Pas à ça, puis avoir des lames de rasoir dans tes bonbons. Oui, mais ça, on sait que ça existe pas, Je non? sais. Ben, c'est ça! Ça, c'est juste une légende urbaine, mais comme Carl Giroir, c'est une vraie personne. Je sais. Bon. Alors, mes sources pour aujourd'hui. Une pléthore d'articles Oh! dans la presse Ah! et dans Le Devoir. Ah! Et pour mes trigger warnings, Mm. nous allons discuter d'événements violents, Oui. sans surprise. Il y a bien des chances que vous avez déjà entendu parler de ça, là. C'est tellement récent. Oui, c'est super récent. Puis Alors, vous savez déjà c'était de quoi encore on dans les parle. nouvelles récemment. Puis, Uh-huh. on va discuter de problèmes de santé mentale. Oui. Alors, naturellement, si ce sont des sujets qui, vous pensez, pourraient vous affecter, nous vous invitons à prendre un peu de recul et à prendre soin de vous. Il n'y a pas de problème à skipper des épisodes quand vous vous dites que c'est pas pour vous. Oui, vous écouterez le mien à la place. Puis on va se demander quel est le crime dans mon épisode. Encore une fois! C'est à se demander si j'aime les crimes pour vrai. Parce que je fais juste couvrir des histoires que c'est pas des crimes. En tout cas! Go! Je vais mettre un peu de crème dans ton café. Alors, partie 1. Halloween 2020. Ça paraît que t'es grippé parce que il me semble que t'aurais pu faire une joke là, de mettre un peu de katana dans ton café ou je sais pas quoi, non? Ben, je sais pas. J'hésite à faire des jokes là-dessus. là. Ah, ben là, mais je pense que c'est ça notre marque de commerce! là. Oui, mais quand même, je me mets au diapason. Ok. Quand il y a des gens qui meurent, je suis comme, on va se calmer. Ouais, mais... Ouais. Quand il y a du monde qui cache l'argent en dessous d'un jacuzzi, je suis comme, let's go, allons-y, allons-y pour la fanfaronnade. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Je vais tourner dans ma fanfaronnade. Partie 1. Halloween 2020. En octobre 2020, après plusieurs mois passés en confinement, les Québécois et Québécoises attendaient avec fébrilité le soir de l'Halloween. Si le gouvernement ne permet pas les rassemblements à l'intérieur, il permet tout de même aux familles de sortir pour aller récolter des bonbons en allant sonner aux maisons décorées de leur quartier. C'est une soirée parfaite pour passer l'Halloween. On est samedi, il fait frais, c'est la pleine lune. Le musicien Rémi Bélanger profite d'un peu de temps libre pour admirer les rues du Vieux-Québec, étrangement désertes en raison du confinement. Il écoute un podcast, on ne sait pas si c'était le nôtre. Ben non, on n'existait Ben non, on pas. n'existait pas! C'est bol! Sauf si c'est un time traveler! Ah! D'accord. En profite pour prendre quelques photos du château Frontenac. C'est à ce moment qu'un homme masqué et entièrement vêtu de noir s'approche de lui, une longue épée de type katana à la main. Alors qu'il se trouve à quelques pas de Bélanger, le jeune homme lève son arme, comme s'il s'apprêtait à l'attaquer. Sur le coup, Bélanger tente de l'ignorer, croyant une simple blague en lien avec l'Halloween. Cependant, l'homme fonce sur lui et lui assène un premier coup à la tête. Sonné, Rémi Bélanger s'effondre au sol et sent que l'homme le frappe avec son épée, lui faisant subir plusieurs coupures au dos et aux mains. Finalement, Bélanger parvient à s'enfuir après avoir récupéré un doigt que son assaillant lui avait coupé.
Il ira Oh, oui. se réfugier au château Frontenac, où le personnel croit également d'abord à un maquillage d'effets spéciaux peut-être fait par Rémi Couture, avant de finalement appeler une ambulance. Oh my god, thank god. Ils ont-ils réussi à rattacher son doigt? Oui. Oh, phew, mon Dieu. D'autres ne seront pas aussi chanceux que Bélanger. À quelques pas de là, François Duchesne sortait comme à son habitude pour faire son jogging nocturne. Un peu avant 22h30, il s'engageait sur la rue du Trésor qui se situait entre son domicile et son lieu de travail, le Musée national des beaux-arts de Québec. C'est là qu'il tombera sur le jeune homme en noir qui le tue d'un coup de sabre au ventre. Oh. Duchesne avait 56 ans. Oh. Pierre Lagrevol et Lisa Mahmoud, deux amis et ressortissants français, se promenaient ensemble le soir de l'Halloween sur la rue de Buade. C'est là qu'ils aperçoivent un homme masqué, armé et entièrement vêtu de noir. Elle-même costumée pour l'occasion, Lisa Mahmoud lui adresse un sourire complice. Mais tandis qu'elle et son ami tentent de poursuivre le chemin, ce dernier sent qu'on lui assène un coup derrière la tête. Oh my god. Figés par la surprise, les deux amis s'arrêtent, pensant qu'il s'agit d'une mauvaise blague. C'est quand Pierre reçoit un deuxième coup, cette fois-ci à l'épaule, que les amis comprennent qu'ils sont en danger et Lisa se jette sur l'assaillant pour tenter de le repousser. Oh my god. Elle a du guts en « s'il vous plaît, mademoiselle Mahmoud ». Aïe aïe, oui, c'est ça que j'allais dire. Mon Dieu, ses skills, ses XP level de courage sont à travers le plafond. L'homme se tourne alors vers elle et lui assène plusieurs coups. Pour tenter de se défendre, Lisa attrape l'arme avec ses mains, résultant de profondes lacérations. Elle s'estime toutefois chanceuse. Selon elle, son épais manteau d'hiver le protégeait des coups de son assaillant. Oh. Habillez-vous, les jeunes. Selon Pierre Lagrevol, leur assaillant avait une démarche calme et déterminée. Jamais il ne semblait paniqué ou effrayé tout au long de leur altercation. Finalement, l'homme détourne son attention de Lagrevol et Mahmoud et poursuit sa cavale meurtrière à travers les rues du Vieux-Québec. Si des passants ont repéré le corps de Duchesne et contacté les services d'urgence, l'homme masqué, lui, n'en a pas fini avec la population de la capitale. Suzanne Clermont travaillait comme coiffeuse et était aimée de tous ses voisins. Ce soir-là, après avoir soupé avec son conjoint des 18 dernières années, Jacques Fortin, elle était sortie comme elle en avait l'habitude pour fumer une cigarette et laisser son petit chihuahua se dégourdir les pattes. Oh non, pas un petit chihuahua. Un petit chihuahua, mais je me sens pas à l'aise de faire la chanson de François Pérusse. C'est correct. Resté à l'intérieur pour ranger la vaisselle, Fortin est alerté par ce qu'il décrit comme un véritable cri de mort et les jappements paniqués du chien de sa conjointe. Oh non, le pauvre chihuahua. Il se précipite à l'extérieur de l'appartement et fait la macabre découverte du corps de Suzanne, le visage profondément lacéré. Marie-France Rioux, une voisine qui travaillait comme urgentologue, se précipite elle aussi à l'extérieur après avoir entendu le cri, armée d'un bâton de baseball. Oh my god, stat. Les femmes dans cette histoire-là... sont vraiment incroyables. Ça donne de l'espoir pour la race humaine. Yes. Malgré ses efforts pour venir en aide à sa voisine et amie, Suzanne Clermont décède sur place de ses blessures. Elle avait 61 ans. Oh non! Gilberto Lucio Porras Alvarado et 3 de ses amis se promenaient costumés sur la rue des Remparts. C'est là qu'ils seront accostés par un homme masqué et entièrement vêtu de noir. Si Alvarado croit d'abord que comme lui, l'homme est costumé pour une fête d'Halloween, c'est en voyant le reflet des lampadaires sur la lame que l'homme avait à la main qu'il comprend qu'il ne s'agissait pas d'un simple accessoire. Oh! L'homme s'approche de lui et lui dit « Joyeux Halloween » avant de le frapper à la tête. Oh my god! Ce qui est comme un détail qui m'a fait froid dans le dos. Oui, absolument. Pris de panique, le groupe se disperse sur la côte de la Canoterie. À 11h57, le service de police de la Ville de Québec publie un avertissement sur les réseaux sociaux. Le SPVQ recherche activement un homme qui aurait fait de multiples victimes à l'aide d'une arme blanche. Selon nos informations préliminaires, le suspect est habillé en médiéval. Les incidents sont survenus dans le secteur de la colline parlementaire, SIVU 911. Message suivi d'un deuxième avertissement. Évitez le secteur de la colline parlementaire, le suspect n'est toujours pas localisé. Pour les citoyens de l'ensemble de la ville, on vous demande de rester à l'intérieur. Oh mon Dieu, c'est vraiment terrifiant. Oui, en effet. Finalement, c'est aux alentours de 1h du matin, le 1er novembre, qu'un officier du port de Québec en patrouille repère un jeune homme entièrement vêtu de noir, étendu au sol, les pieds nus. L'officier avise la police qui procède aussitôt à l'arrestation de Carl Giroir, 24 ans, devant l'espace 400 et l'emmène à l'hôpital pour qu'il y soit traité pour une hypothermie.
OK. En tout, 2 heures se sont écoulées entre la première attaque et l'arrestation du suspect. La première victime de Giroir, Rémi Bélanger, sera transporté d'urgence à Montréal dans les heures suivant l'altercation. Il est coupé à la hanche, au crâne, à la poitrine et au bras. Grâce à une opération de plusieurs heures, des chirurgiens parviennent à sauver la main de Bélanger pour qu'il puisse poursuivre sa carrière de musicien. Ben là, son gagne-pain! Voilà, mais je tenais à comme vous dire que ça finit bien pour d'autres personnes. Ouais. Il va y avoir un silver lining à la fin de l'épisode, restez avec nous. Ouais, mais je peux-tu faire le commentaire là, de la police sont donc bien des incultes, les ninjas, c'est pas médiéval? Ben- C'est comme pas des vases concomitants, là, ces histoires. Ben moi, en fait, je suis juste confuse parce qu'il y a des images captées par des caméras de surveillance Ouais, je de les ai Carl vues. Giroir qui se Ouais. promène puis il est juste habillé en noir. Ouais, c'est ça, moi je les ai vus, il a pas l'air d'être habillé en chevalier pantoute, là. Non, il y a plus l'air d'être dans Matrice, même. Oh, la matrice. Ok, oui, mais c'est donc bien terrifiant. Mais bon, on n'est pas le Fashion Police. On est... Ne sommes-nous pas le Fashion Police, je te demande? Mais, On est en legging puis en t-shirt. Hey, je suis full le Fashion Police. T'as pas vu ma blouse qui est en fait un pyjama? Personne ne vrai. le sait. C'est ma plus belle blouse. Parce de trop de style. Mais, ouais, je voulais raconter... Ça n'a pas rapport pantoute. Mais, tu sais, c'est parce que ça arrive pas, nous autres, là, qu'on a comme des alertes sur les réseaux Non. sociaux de la police qui dit « Restez chez vous » et tout. Ça m'est arrivé quand j'étais à Londres. C'était vraiment... Il y avait un active shooter dans le quartier où est-ce que mon amie elle vivait. Puis moi, je m'en allais la rejoindre, puis elle m'a envoyé des annonces, puis elle était comme « Faut pas que tu t'approches de la rue Oxford, qui est une des grosses rues de magasin, là. Il y a un active shooter sur Oxford, tout est en lockdown depuis 30 minutes. Mon Dieu, c'est terrifiant. » Je sais, c'est terrifiant, c'est ça! My God. Je peux pas imaginer à quel point le monde avait peur quand ils ont reçu cette alerte-là. Non. Puis merci de pas nous écrire. Mais imaginez si la madame avec un bat de baseball, elle avait eu un gun. C'est pas un Non. argument qui m'intéresse. C'est vrai. Partie 2. Un jeune homme solitaire. Le 2 novembre, les policiers procèdent à une perquisition du logement de Carl Giroir, situé à l'angle de la rue Vaudry et de la place Brosseau, à Sainte-Thérèse. À l'intérieur de l'appartement, ils font 2 découvertes étranges. D'abord, une croix du chaos, soit une étoile à 8 branches, tracée à l'encre noire sur un miroir, ainsi qu'une épée enfoncée dans le matelas de la chambre à coucher du suspect. Une étoile à 8 branches? Oui, celle qui est... Ben, non, tu peux faire tous les gestes que tu veux avec tes doigts, je comprends tu pas peux c'est le quoi. googler, je te donne la permission. Ah, c'est gentil! Interrogés par la police, les résidents de l'immeuble à logement n'ont que très peu de choses à dire sur Giroir. Il venait de Sainte-Thérèse? On va y revenir. OK. Selon un de ses voisins d'étage, le jeune homme se parlait parfois seul, mais l'ensemble de leurs interactions se limitait à de simples formules de politesse. Selon la concierge de l'immeuble, Giroir lui semblait une personne parfaitement normale, un jeune homme silencieux et sans histoire. Elle ajoute que le frère de Giroir habitait également l'immeuble et que les deux avaient une bonne relation. D'anciennes connaissances de Giroir ne sont toutefois pas du même avis. Il voulait qu'on l'appelle le guerrier, déclare une ancienne élève de l'école secondaire des Patriotes à Saint-Eustache, soit la même école que Giroir avait fréquentée. Selon son témoignage fait aux médias, Giroir ne faisait partie d'aucun gang et s'isolait souvent dans la cafétéria ou à la bibliothèque. Elle ajoute que le surnom venait d'une fois où Giroir s'était présenté à l'école le jour de l'Halloween, déguisé en guerrier samouraï. Selon un ancien ami d'enfance de Giroir, celui-ci était d'humeur assez changeante et pouvait parfois se montrer rapidement agressif envers son entourage. L'événement fait des vagues jusqu'à l'Assemblée nationale, où les chefs de chaque parti prononcent tour à tour une brève allocution en l'honneur des victimes. Pour sa part, le premier ministre François Legault déclare que les événements du 31 octobre 2020 sont un réveil difficile pour les Québécois et les Québécoises. 2 personnes sont mortes de manière totalement injuste, tuées par un homme qui, de toute évidence, avait des sérieux problèmes de maladie mentale. Il conclut en affirmant devoir en faire plus sur le plan de la santé mentale. Et, en 2023, je peux fièrement vous annoncer qu'absolument rien n'a été fait. Je veux pas... Tug life. Je veux pas avoir l'air de, pardonner l'expression, enculer des mouches, mais ça se dit pas maladie mentale, non? Non, vraiment. OK. C'est ça que... Non, c'est pour ça que j'ai mentionné, je cite François Legault, pour montrer à quel point ce ministre est complètement déconnecté de la réalité. Mais là, tu sais, surtout, c'est un dur réveil. Excuse-moi, mais... C'est pas mon problème à moi, là. Non, mais tu sais, je sais pas... C'est pas moi qui gère les fonds publics, là, François Legault, là. Non plus, OK? Mais il y a bien d'autres affaires à faire, comme fermer les portes de l'immigration. Mais ce que je voulais dire, et bâtir un troisième lien.
Ça, c'est important. Très important. T'as-tu vu les plans? C'est comme tunnel à 2 étages. Où s'en va? La technologie, le progrès, c'est incroyable. Fait en tout cas, non, je suis pas pour le 3e lien, c'est une joke. Mais ce que je voulais dire, c'est... Là, t'as pas parlé de ces diagnostics ni rien, mais je veux dire, la schizophrénie, ça existe depuis des temps immémoriaux. C'est pas un dur réveil pantoute, tu sais. C'est pas comme ça vient juste d'arriver, on sait pas c'est quoi. C'est pas un dur réveil, ça a toujours existé. Si tu dormais la tête dans le sable comme une petite autruche, c'est de ta faute. That's a you problem, François Legault, là. Mon Dieu, je pensais pas me fâcher si vite que ça dans ce son-là. Bon, je t'invite à te fâcher, là. Non, il y a des gros problèmes, puis c'est bien beau d'arriver à l'Assemblée nationale puis dire comme il faut qu'on fasse des actions concrètes. Puis je suis comme arrête de le dire, puis fais-le. C'est assez de niaisage. Puis en plus, on a un gouvernement majoritaire, c'est épouvantable. Je sais. Tu sais, c'est même pas comme on a un gouvernement minoritaire, c'est difficile de passer des affaires pis tout. Non! C'est vraiment comme... Genre, excusez-moi, je suis occupée à me pogner le beigne avec mes 2 mains. 100%, puis je veux dire, en plus, c'est parce que c'était le début de la pandémie, on en a parlé tellement, pas juste nous autres, mais je veux dire, plein de monde en ont parlé, d'à quel point c'est important la santé mentale, avec tu sais, toutes les périodes d'isolement qu'il y a eu et tout, à quel point c'était difficile pour les Québécois, les Québécoises. Chers Québécoise, mon peuple. Non, mais ça n'a pas de sens. Tu peux pas juste dire une affaire comme ça et pas ça rien faire. Exactement. Puis je pense que toi puis moi, on est exactement sur la très même longueur d'onde. Ah, ok, cool, parfait. Je veux dire, non, pour vrai, moi, ça m'a vraiment fait pogner les nerfs. Puis c'est pour ça que j'ai tenu à l'inclure cette citation pour montrer à quel point que comme la CAQ, c'est comme un gouvernement de marde. Puis là, Simon Jolin Barrette, fight me. C'est un dur réveil. C'est un dur réveil. La santé mentale, ça existe. Oh my God. Je suis autant fâchée que l'affaire de l'allocution du DG de mon école quand il a dit qu'on allait être maître chez nous. Ciboire. Faut que je compte ça rapidement. Je travaille dans un collège anglophone. Le building où il y a le collège appartient à une congrégation à Montréal, comme beaucoup d'écoles, tu sais. Puis là, on est en négociation pour acheter puis devenir propriétaire du terrain puis du building. Puis le DG... Dans le contexte, tu sais, du Bill 96, là, on essaie de faire la nouvelle loi 101, les réformes et tout, il a osé, lui qui est tellement réfractaire à ce que les étudiants anglophones aient comme une bonne éducation en français, je dis ça juste parce qu'il arrête pas de nous mettre des bâtons dans les roues et qu'il a vraiment, vraiment, vraiment pas l'air de vouloir que les choses changent. Écoute, il a osé dire « On va devenir maître chez nous ». Son speech était en anglais, mais il a utilisé l'expression en français, puis « Oh mon Dieu! Mon Dieu! » que Jean Lesage, je le voyais se revirer dans sa tombe, faire des flips dans sa tombe, du le breakdance dans sa tombe. Oh mon... J'étais comme... J'en reviens juste pas. Il était comme « Oh, we're finally gonna be maître chez nous. » Puis j'étais comme « Non! » Tu peux pas dire ça. Non. Non. Interdit. Non. Puis racheter un building qui appartient à une congrégation quand on a on a une statue avec une madame... une nonne, puis des enfants autochtones dans le building, dans notre collège, là. C'est all kinds of problématiques, là. Fait que, go mettre chez nous, let's go. Là, c'est un dur réveil. C'était partie 3. Oui. Le plan. Le dur réveil de 4e. Le plan. Le procès de Carl Giroir s'entame le 11 avril 2022. Giroir est accusé de 2 meurtres au premier degré et de 5 tentatives de meurtre sur 3 personnes, pardon. Une des premières personnes appelées... Combien de meurtres? 2? 2. OK. Monsieur Duchesne et Madame Clermont. Une des premières personnes appelées à témoigner est Hugo Mercier-Villeneuve, un psychoéducateur qui avait travaillé avec Giroir tandis que celui-ci fréquentait un centre de formation professionnelle. Il y avait été référé par son enseignante de français après que celui-ci ait rédigé un texte où un homme masqué et vêtu de noir attaquait et tuait un groupe d'adolescents avec une épée. Pardon? Et là, je te demande, cher prof de français de mon cœur, oui. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, si tu avais un ou une étudiante qui écrivait un texte un peu intense? Oui, on a des psychoéducateurs à l'école. Il aurait fallu que ça soit bien intense pour que je sois alarmée, je dois dire. Parce que, je veux dire, si je leur donne comme obligation d'écrire un texte narratif, je m'attends à ce qu'ils fassent de la fiction. Elle a dû être choquée, ça devait être pas ça du tout qu'elle a demandé, parce que, je veux dire... J'ai pas trouvé d'informations sur c'était quoi la nature du devoir en tant que tel, mais non, j'étais juste curieuse de te poser la question. Non, c'est une bonne question, mais moi je suis vraiment pas un bon exemple, parce que, je veux dire, j'ai demandé à mes étudiants de m'écrire un texte sur le FLQ. Fait que c'était incroyable, justement, parce que j'ai vu, tu sais, la plupart de mes étudiants écrivaient comme « Ah, tu
sais, Jean-Jacques Paul, parce qu'il inventait tous des noms francophones. Fait que Jean-Jacques Paul a entendu la lecture du manifeste à Radio-Canada. Il s'est dit « La violence, c'est mal, mais les francophones doivent être libres. » Et il a fondé sa propre association FLQ pacifiste. J'étais comme « Oh, wow! Oh, wow, wow, wow! » Fait que, ouais. Mais avec un contexte comme ça aurait été bien naturel que mes étudiants tombent dans la violence pure et dure dans leur histoire, mais il y a personne qui l'a fait. Eh ben, bon. Voilà. Alors, les étudiants de Madame Catherine, ils sont très pacifiques. Jean-Jacques Paul. Voilà. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Jacques Laurent, pour vrai. C'est le nom qui m'a le plus fait sourire. On le salue, Jacques Laurent. Oh, Jacques Laurent, on te salue! Alors, inquiétée par la violence du texte, l'enseignante avait référé Giroir au service psychologique de l'école. Ouais. Giroir n'avait alors pas tout à fait 20 ans. Discutant de son texte, Giroir avait assuré Hugo Mercier-Villeneuve qu'il ne planifiait pas de tuer des gens tout en lui spécifiant qu'une épée, quand ça s'approche du monde, ça peut faire mal. Ensuite, Giroir confie au psychoéducateur qu'il avait échafaudé un plan et que celui-ci avait 3 buts, soit de se créer un personnage, de retirer de la fierté de son geste et de confirmer son existence. Quoi? C'est un peu quétant. What does that mean? Confirmer son existence? Genre, t'es pas sûr que t'existes pour vrai? Mais tu sais, des fois, un des symptômes de la dépression, c'est de faire un peu de la dissociation. Ouais. Mais, tu sais, je pense que par son geste, c'est qu'il voulait comme nous rappeler son existence parce qu'il avait beaucoup été mis à l'écart par ses pairs. Puis comme un peu s'imposer dans nos pensées par un geste particulièrement violent et éclatant. Ben, ça explique, mais ça ne justifie pas, là. Je trouve ça... Non, je faisais juste... Oui, oh oui. Le psychoéducateur réfère alors Carl Giroir à un psychiatre qui vient à son tour témoigner pour la couronne. 100%. Selon Charles-André Bourdois, du CLSC des Laurentides, Giroir lui avait confirmé qu'il avait bel et bien un plan visant à tuer des gens avec une épée de façon aléatoire, mais qu'il n'était toutefois pas sûr de quand ou s'il comptait vraiment l'exécuter. Bourdois entreprend alors une série de rencontres avec Giroir. Lors d'une consultation faite directement chez son patient, Bourdois constate que celui-ci a un sabre fixé sur le mur de sa chambre. Quand il fait remarquer ce détail à Giroir, celui-ci réplique que non, ce n'est pas avec ce sabre-là qu'il compte un jour attaquer des gens. Ah oui, j'ai des couteaux, mais c'est pas avec ces couteaux que je vais pas tuer celui-là. les gens. Ça, c'est décoratif. Ah, ça, c'est juste mon couteau de boucher. C'est avec un autre couteau. Celui-ci, tching! Ben voyons donc. Inquiète pas. Mais là, t'as-tu parlé de l'affaire du secret professionnel pis tout, là? C'est comme dans Stat. Ben, je sais pas, Bourdois, c'est comme une des personnes que je lisais son témoignage puis je me disais, monsieur, j'ai l'impression que t'as comme vraiment niaisé sa Switch. Mais non, mais il aurait été pleinement dans son droit de contacter la police? Oui. Je veux dire, c'est pas normal là, que quelqu'un dise ça, mais bon, je sais qu'il y a des psychiatres, des gens qui étudient en psychologie présentement qui nous écoutent. Vous pouvez nous écrire pour nous dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez, mais pas, je veux dire, comme, tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai comme eu des crises pendant ma dépression, la question numéro 1 qu'on me posait, c'était « As-tu un plan? » Ouais. Puis quand je répondais non, c'est là qu'on me disait « OK, fait comme, c'est correct, tu vas retourner chez vous, ton chum va être là pour comme s'occuper de toi. » Mais là, la personne, c'est comme « Oh oui, j'ai un plan, je vais acheter une épée, puis je vais tuer des gens. » Oui. Je sais pas, il me semble qu'on commence à être pas mal concret, là. Ben ça non, commence absolument. à sortir de comme l'idéation pour aller dans le domaine du concret. Mais en plus, s'il va chez lui puis qu'il voit qu'il y a un sabre sur son mur, là, c'est un niveau de plus, là. Oui. En tout cas, faites nous écrire pour nous dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez, là. Ça nous intéresse d'avoir des avis d'experts, gênez-vous pas. Experts et expertes, gênez-vous pas. Mais moi, j'ai l'impression que Bourdois, ça a branlé dans le manche un petit peu. Je voulais signaler qu'il y avait un vraiment beau nom, puis là, je suis contente de ne pas l'avoir fait, parce que, effectivement, est-ce un branleur de manche? Je pense que oui. Un branleur dans le manche. Tous les manches. Carl Giroir aurait toutefois informé Bourdois qu'il n'était pas prêt à mettre son plan en action. Ben là... Qu'il voulait perfectionner son costume, se procurer une meilleure épée et se débarrasser de 2 tatouages qu'il avait au dos parce qu'il souhaitait être pur au moment de passer à l'action. Ça aussi, il y a comme... Ben là, yo! OK. Il y a un gros thought process, là. Je sais qu'on fait pas de armchair psychology, là, mais comme... Ben non, mais faisons-en, là. Je veux dire... Faisons-en. C'était pas mal élaboré, là. Ben là, oui. Voyons donc. Comme... À quel niveau, là-dedans, le psychiatre, il devrait intervenir puis dire OK, mais peut-être que la violence n'est pas la solution. Il me semble que tu as le droit de faire ça aussi, non? Me semble. Écrivez-nous un peu de crime@gmail.com, les gens en psychologie qui nous écoutent. Au fil des rencontres, le plan de Giroir s'adoucit
Et les idées noires du jeune homme semblent s'être dissipées jusqu'à ce qu'éventuellement, il ne compte plus que monter sur le toit d'une maison pour y brandir une épée. Quand même pas chill. Puis où est-ce que t'achètes ça, une épée? Sur Internet. Ah, OK. Parce que les magasins de médiéval sont pas mal tous fermés. Ben, c'est ça j'allais dire. Puis anyway, c'était décoratif, là. C'était comme... C'était pas aiguisé, ces affaires-là. Ben non. Remarque, ça devait être pesant, mais si vous avez des épées chez vous, en passant, c'est correct, là. C'est lourd, Décorez une épée, décorez comme vous voulez. Ouais, mais non, j'avais lu des affaires sur les bras d'épée, là, des affaires de... Oui, c'est vraiment les guerriers pesant. médiévales, là, qui avaient un bras plus musclé que l'autre parce qu'une épée, Ouais. ça pèse comme 35 livres, là, c'est ça? Ah! Bon, oui. Finalement, par peur de finir en prison, Giroir déclare à son psychiatre qu'il abandonne son plan. Bourdois révèle par la suite le contenu des conversations qu'il a eues avec son patient. Puis là, je le cite. « Il m'a déjà parlé de son monde idéal, de son système de valeurs. Moins de population, moins de pollution, moins d'armes à feu, plus d'amour, de paix et de partage. Ben voyons donc! OK. Toutefois, quand Bourdois tente d'aborder avec son patient la question de la souffrance qu'il ressent, celui-ci se referme complètement et se contente de répliquer que la souffrance est temporaire, mais que l'honneur dure pour toujours. OK. Non, mais... OK. Au fil du procès de Giroir, les avocats de la couronne et de la défense s'affrontent au sujet de la responsabilité de l'accusé au moment de commettre son geste. Si la défense affirme que le jeune homme maintenant âgé de 26 ans était en proie à un délire le soir du 31 octobre 2020, la couronne, elle, rejette cette théorie en affirmant que Giroir avait depuis toujours planifié son coup d'État. Ben yo, c'est ça j'allais dire. Puis on va se rappeler, Sainte-Thérèse, Québec, c'est 3 heures de char. Mais dans tous les cas, ça fait pas qu'il... Je veux dire, on pourrait plaider la non-responsabilité dans les deux cas, parce que s'il y avait un plan comme ça depuis super longtemps, il était possiblement schizophrène. Mais non? Ne t'en fais pas, les psychiatres s'en viennent. Ah, super! Un autre monsieur, à part Charles-André Bourdois? Ben, des psychiatres qui vont l'avoir évalué après son arrestation. Ah! Parce que Bourdois l'a évalué quand il était plus jeun. Puis les conditions mentales, ça Sérieux, évolue. là? Ben oui, non, oui, non, je sais, absolument. Mais sérieusement, là, il devait se sentir mal, Bourdois. Ben, j'espère. Ben j'espère, de pas avoir vu ça venir. Tu dois t'en mettre en question, c'est un temps rare, là. Ben, écoute, moi, j'espère qu'il a fait un petit peu de soul-searching, puis de comme, j'aurais peut-être dû peser sa Switch. Là. Mais là, mais en plus, il y a eu plusieurs rencontres, ça s'est étalé dans le temps, Il y en ces a eu rencontres avec 11. Carl Giroir. Ben là, il y avait tellement de moments où il aurait pu... Parce que je veux dire, au pire, t'appelles la police. Tu fais un signalement. Sur sa Sainte-Thérèse, il doit y avoir à peu près un crime par 10 ans. Les policiers, ils auraient été super contents. Hey, mon Dieu, on a une excuse pour sortir et s'acheter des beignes et aussi aller voir s'il y a des armes blanches chez ce jeune homme. Il y a des policiers qui nous écoutent. Je sais, mais j'aime tellement les beignes. Ça prend toujours des beignes dans... Ben oui, absolument. Voyons. tu me rappelles qu'il y a des policiers qui nous écoutent. Comme si j'avais pas comme tellement d'amour pour les policiers. Voyons donc. En tout cas, fait que je vous aime, messieurs, mesdames. Donc, moi, je me serais imaginé Mais il aurait pu qu'il faire ça, un aller signalement. faire une espèce de... Oui. Puis, je sais pas, peut-être que Carl Giroir, tu sais, justement, quand il dit « j'abandonne mon plan parce que je vais pas aller en prison », ça l'aurait peut-être un peu shaké dans ses bottes. Ouais, parce que, je veux dire, il y en a des moyens où tu fais des crimes, tu vas pas en prison, ça s'appelle se suicider après. Puis ça, c'est quand même très inquiétant, monsieur le psychiatre. Voilà. OK. Lors du deuxième jour de procès, la théorie de la... Je pense que j'aime pas les policiers parce que je dis qu'ils mangent des beignes. C'est tellement bon des beignes, on en a parlé plein de fois. J'espère qu'ils mangent plein de roussettes au miel, même si t'aimes pas ça. Puis les beignes avec de la crème dedans, là, puis la framboise, puis tout. J'espère qu'ils vont chez Léché Dessert dans Saint-Henri, c'est tellement bon, la meilleure place de beignes à Montréal. Merci! On n'est pas commandité. Non! Lors du deuxième jour du C'est mon procès, apology. la théorie de la couronne se concrétise lorsqu'on apprend que quelques mois avant l'attentat, Giroir s'était procuré pour 400 $ le katana avec lequel il avait tué 2 personnes et blessé grièvement 3 autres. Sur cette image, les 2 tatouages dont Giroir comptait se débarrasser avant de passer à l'acte avaient été recouverts d'encre noire. On apprend qu'après plusieurs séances de laser, Giroir avait finalement abandonné l'espoir de voir les tatouages disparaître et s'était contenté de les faire recouvrir. Nice. Si la couronne ne révèle pas ce que les tatouages représentaient, je vous gage ma maison, mes 2 chats et tout ce que vous voulez que c'était une croix gammée et une croix du chaos. Je veux dire, la shape d'une croix gammée, ça se reconnaît de ben loin. Ah oui, tu pouvais le voir un peu... Non, mais comme, tu sais, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est du blackout. Ouais. Puis le blackout a cette forme-là, je vais le tracer sur la table, là. Ben ouais, mais là... Fait que je suis comme... Ben là, Chris. OK. Puis l'autre blackout, c'est un cercle. Ouais. Fait que je vous gage ce que vous voulez, que c'est une croix gammée puis une
étoile du chaos, considérant que des étoiles du chaos, il y en avait comme peinturées littéralement partout. Mais sérieux, là, c'est qui accepte de faire des tatous de croix gammée? Ben, tu sais, t'as-tu déjà vu un tatouage de croix gammée qui était comme vraiment beau? J'ai pense jamais que vu de c'est- tatouage de croix gammée, j'en suis très heureuse. Mais je veux dire, sur Internet, on en voit Oui, des fois ouais, là, ouais, dans ouais. les vidéos de « Ah, je suis un tatoueur ou une tatoueuse qui offre de recouvrir gratuitement des tatouages de haine. Ouais. Mais je veux dire, c'est souvent des tatouages qui ont été faits avec des machines artisanales dans des garages, en prison, Ah, bon, ben ça a bien plus de bon sens. OK. peut-être, je sais pas, des shops perdus dans le sud des États-Unis. Oh non. Ou est-ce que c'est considéré comme un rite de passage? Ah, j'espère qu'ils font des beaux tatous du Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. La Ku Klux Non, mais Klan. comme les croix gammées, Non, les j'espère qu'ils font pas ça. drapeaux des confédérés. Wesh. puis- Et les autres symboles nazis, Wesh. comme le SS, les aigles, etc. là. Wesh. Faites-vous donc tatouer comme des petits poissons comme tout le monde. Des fleurs. Des fleurs. Un chat. Voilà. Voilà. Autre détail important relevé au moment de l'arrestation de Giroir, et là, Catherine, tu vas flipper la table. Ah, cool! Dans son véhicule qui était Oui. stationné sur la rue du Trésor, où l'accusé avait assassiné François Duchesne, Euh, les policiers retrouvent un billet pour un stationnement situé à quelques mètres du même endroit et qui datait du 31 octobre 2018. pas pour vrai. Yep, il avait fait du repérage. C'est ce qu'on peut déduire. Oh, ok. Catherine porte un masque, alors j'essaie de comprendre l'expression qu'elle a sur son visage. Ouais, je sais pas pourquoi, mais ça amène les larmes à mes yeux, là, cette mention-là. Ça me fait peur d'une manière dont j'ai rarement peur dans ma vie. En passant, c'est un masque chirurgical, pas Oh un non. masque de Garfield. Non, c'est Pas un masque de Eyes Wide Shut. non! Oh, t'aurais dû dire que c'était un masque de Nixon! Un masque de Richard Nixon! Je avec serais le pas capable de faire gros mon nez. épisode, j'arrêterais pas de rire. Ah ouais, je sais. Mais non, écoute, c'est terrifiant. Oui. Puis ça date de quand ces rencontres avec le docteur Boudria? Non, pardon, Bourdia. Bourdia. Boudria serait un bien meilleur nom pour lui. Ben mettons, c'est en 2020, il avait 24 ans. Ouais. Puis 2018, ça veut dire qu'il en avait 22. Fait que Ouais. ça devait dater de comme... Ça disait un peu avant ses 20 ans. Fait que je vais dire 2015-2016. Arnaque! Oh! Oh, ça me fait peur, mon Dieu. OK. Partie 4. Le droit de garder le silence. Oh, oui, ça. Ouais. Après de nombreuses interruptions dues à des éclosions de COVID-19 chez les membres du jury, Ah, maudit membre du jury. le procès peut finalement reprendre le 20 avril 2022. C'est maintenant au tour des policiers et des ambulanciers de livrer leur récit de la soirée fatidique. Le 20 avril 2022. C'est le lieutenant détective David Gionnet qui a procédé à l'interrogatoire de l'accusé. En tout, la procédure a duré 5 heures, au cours desquelles Giroir a gardé un silence obstiné. Avec plus de 20 ans d'expérience, Gionnet déclare ne pas avoir été capable d'établir un contact verbal avec Giroir. Après avoir tenté plusieurs tactiques pour le faire parler, il finit par lui parler d'autres tueries ayant eu lieu à travers le monde, lui demandant s'il s'en était inspiré, en vain. Finalement, c'est quand Gionnet aborde une attaque à l'épée s'étant déroulée dans une école suédoise en 2015 que Giroir brise finalement son silence pour demander à parler à un avocat. Selon le policier, Giroir n'était pas désorienté et comprenait très bien les directives qu'on lui donnait. Même constat de la part des ambulanciers venus témoigner et qui soulignent que Giroir était calme et se laissait faire par l'équipe médicale. Partie 5. Une dangereuse obsession. Au fil de ces divers témoignages, la mère de Giroir dresse le portrait d'un jeune homme isolé, étant aux prises depuis longtemps avec des troubles de santé mentale. C'est surtout en 3e année que c'est devenu sérieux, déclare-t-elle à la cour. Suivi en pédopsychiatrie pour des troubles de comportement, le jeune Giroir avait été banni du service d'autobus de l'école primaire parce qu'il faisait des jambettes et tentait de se battre avec les autres garçons. Il poursuivait également les filles plus vieilles dans la cour d'école pour tenter de les embrasser. Le père de Giroir avait abandonné sa famille quand l'accusé avait 10 ans. La mère de Giroir a élevé seule 3 enfants, dont un autiste et un ayant commencé à présenter des troubles de comportement à l'âge adulte. Vers la fin du primaire, Giroir se fait prescrire un médicament afin de traiter son hyperactivité, le Concerta. Giroir cesse cependant de le prendre, affirmant qu'il ne se sentait pas bien quand il le prenait. Oui. Son comportement en classe s'est amélioré, mais je le sentais anxieux, il dormait mal, ne mangeait pas bien et se plaignait de maux de ventre. À l'adolescence, Giroir s'isole de plus en plus. Une fois devenu majeur, il se procure une carte de crédit et commence à acheter des costumes et des épées de samouraï sur le web.
Sa mère s'inquiète, mais hésite à faire quelque chose. Après tout, il s'agit du seul intérêt que démontre son fils, ça et les jeux vidéo. Il n'avait pas de blonde, pas d'amis, pas de vie sociale. J'ai pas voulu le décourager. Ouais. Quand Giroir déménage, il reste en contact avec sa mère, mais surtout via des messages textes. La veille de l'attaque, la mère de Giroir rend visite à Karl et son frère habitant le même immeuble. Une querelle entre ses fils aurait toutefois précipité la fin de la rencontre. Karl retourne dans son appartement et envoie ce qui sera son dernier message texte à sa mère « Je veux qu'on me laisse tranquille ». Partie 6. Les deux Karl. Vient ensuite le tour de l'accusé de répondre aux questions de son avocat, Maître Pierre Gagnon. Dans son interrogatoire, Giroir avoue avoir tendance à mélanger le monde des jeux vidéo et le monde réel. Oh non. D'une voix claire, il explique que c'est aux alentours de ses 15-16 ans qu'il a découvert les jeux vidéo, plus précisément ceux mettant en vedette des personnages qui manient des épées. Oh non. Il soutient que pour lui, cet univers fictif avait alors supplanté la réalité, particulièrement celle de l'école, pour laquelle il ne présentait aucun intérêt. Ensuite, il dit que c'est à partir de ses 18 ans qu'une mission s'était formée dans son esprit. Oh non. J'y pensais toujours. Chaque jour, c'était comme un deuxième monde dans ma tête que j'associais à cette mission. Il y avait un Karl Giroir qui ne pensait pas à la mission et un Karl Giroir qui pensait à la mission. J'ai jamais pu enlever ça de ma tête. Cette mission ne consistait pas à trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de tatas. How dare you! Fallait que je light it up un petit peu. Ben oui, parce que je suis encore sur le bord de broyer, mais oui, OK. Mais plutôt à tuer des gens pour attirer l'attention d'autres amateurs de jeux vidéo en ligne qu'il appelait ses alter ego. Selon lui, le vieux Québec était le décor idéal pour commettre son crime et la pleine lune encourageait son personnage à sortir. Dans son témoignage, Giroir admet également avoir des problèmes de santé mentale, sans toutefois préciser de diagnostic. Ouais. Maître Pierre Gagnon questionne ensuite son client sur l'impact de la pandémie sur sa santé mentale, laissant entendre que celle-ci s'était détériorée lors du confinement. Giroir répond qu'en mars 2020, il fait le choix de quitter son emploi pour bénéficier de la prestation canadienne d'urgence, la PCU. Il explique que dans les mois ayant précédé le soir de l'Halloween 2020, il n'avait aucune activité ou hobby, mis à part les jeux vidéo. Je buvais beaucoup de café, je fumais du hashish et je jouais juste aux jeux vidéo. Oh, ça, c'est pas bon, ça. Le jeune homme négligeait alors son sommeil et son alimentation. Il pouvait lui arriver de jouer à des jeux vidéo pendant plus de 24 heures d'affilée. Le jeu de prédilection de Giroir était For Honor, un titre où s'affrontent des samouraïs, des vikings et des chevaliers, et décrit en ces termes. À la suite d'un terrible cataclysme, 3 des plus féroces factions guerrières de l'histoire s'affrontent dans un combat épique pour leur survie. Rejoignez le combat et défendez l'honneur de votre faction en jouant un preux chevalier, Oh non. un viking brutal ou un samouraï mortel. Oh non, l'honneur. Semez la destruction sur le champ de bataille dans ce jeu rapide qui allie le talent à un système de combat au corps à corps viscéral. Là, je tiens à préciser par contre, là, je blâme pas la maison qui a publié ce jeu vidéo-là, puis si vous jouez à ce jeu vidéo-là, comme il y a pas de problème, je veux dire, vous pouvez jouer à Mortal Kombat, Street Fighter, etc. C'est juste que comme quand... Moi, je connais pas ce jeu vidéo-là. Moi non plus. Je joue pas vraiment des jeux vidéo. Mon copain aime plus les jeux vidéo de puzzle aussi. Puis quand j'ai lu le résumé du jeu vidéo, c'est le fait qu'il y a comme beaucoup de mots qui sonnaient comme le témoignage de Karl Giroir. C'est comme la chose qui m'a vraiment frappée. Ouais. Fait que c'est pour ça que je l'ai inclus. Je vais taire le nom de la maison qui a publié ce jeu vidéo-là. Mm-hmm. Mais sachez que je les blâme pas du tout. Mais non, mais là, Puis 0%, non, puis moi, c'est je fais pas partie des gens qui pensent que les jeux vidéo violents, c'est un problème en société. Là. Je pense que c'est vraiment le fait que comme il n'y a pas eu l'aide dont il y a eu besoin, puis l'aide qu'il y a eu, des fois, était comme pas super efficace. Non, je suis d'accord. Ça n'a pas de sens, là, c'est ça. Partie 7. La vie des psychiatres. Pour le compte de la défense, c'est le psychiatre Gilles Chamberlain de l'Institut Pinel qui est appelé à témoigner. Sweet. Selon lui, au moment de l'attaque, Giroir ne pouvait distinguer le bien du mal parce qu'il était en proie à un délire schizophrène. Ce n'est pas un délire, je ne sais pas ce que c'est. Il a couru après des personnes désarmées avec un sabre, se pensant courageux. Il était convaincu que les gens reconnaîtraient son courage. Toujours selon Chamberlain, Giroir n'est ni une personne narcissique ou sadique, mais se trouve plutôt sur le spectre de l'autisme. S'il y a des personnes qui sont sur le spectre de l'autisme qui nous écoutent présentement, vous n'êtes pas des personnes dangereuses. Non, c'est un trouble de santé mentale comme un autre.
Puis je tiens toujours à comme mettre de l'eau dans le vin des témoignages, là, comme les gens atteints du spectre. Les gens qui se trouvent sur le spectre de l'autisme ne sont pas des personnes dangereuses, pas du tout. Mais là, je suis désolée, mais il me semble que être TSA, c'est pas du tout un trouble de santé mentale, non? Non, c'est un trouble du développement. Je suis pas Je sûre, suis mais pas je sûre, pense mais- pas que c'est un trouble de santé mentale du tout. Mais ce que je tenais à te dire, c'est vraiment une personne autiste n'est pas une personne dangereuse. Non, absolument pas. Mais je tiens à mentionner que je devrais recevoir mon doctorat honoris causa parce que j'avais dit qu'il était schizophrène. Clairement, je le mérite. Ouais, mais Voilà. ça, c'est le psychiatre de la défense. Ben ouais, mais j'ai pas le droit d'être d'accord avec le psychiatre de la défense. Attends de voir venir le psychiatre de la couronne. Ok, parfait. C'est quoi son nom, à lui? Je m'en rappelle plus. Oh non! Ils ont des bons noms jusqu'à là. Ouais, mais il est dans mon texte. Chamberlain. Pour lui, il faut être dans un monde sans technologie, sans voiture, chacun pour soi, comme si on était des survivants. Ouais, mais yo, tu joues à des jeux vidéo. Oui, Ok. je sais. On peut penser qu'il invente ça, mais c'est pas mal ça un délire. C'est de la maladie, c'est un délire. Oui. Sinon, c'est difficile d'expliquer qu'un individu dise des choses comme ça. C'est un délire. Appelez. Je suis d'accord avec ça, là, je comprends pas. Appelé à témoigner pour la couronne. Oui. Le neuropsychologue William Potier dément l'assertion de la défense selon laquelle Giroir souffrait de schizophrénie, était sur le spectre de l'autisme et avait possiblement le syndrome Gilles de la Tourette. Selon Potier, l'accusé s'est toujours intéressé aux autres. Il avait soif d'attention, mais était victime de rejet en raison de ses comportements à la fois dérangeants et provocateurs. Ben oui, mais là, c'est ça. Par Si tu fais des conséquent... jambettes au monde dans l'autobus, ils vont pas être tes amis, là. Ouais, non. Ok. Par conséquent, son estime de lui était en chute libre. Narcissique, il tenait à tout prix à ce qu'on le reconnaisse à sa juste valeur. Au secondaire, la situation l'amène à se replier sur lui-même et à trouver refuge dans les jeux vidéo, un monde fantastique dont il pouvait prétendre être le héros. Ah! Le monde sur TikTok qui se prennent pour un main character. Oh non, dis pas ça. Ok. Frisson de dégoût. Ah, je comprends. Bon, j'ai peut-être pas mérité mon doctorat honoris causa, finalement. C'est pour nourrir son estime de lui qu'il aurait commencé à s'imaginer dans le rôle d'un bourreau, développant de fait même un sentiment de supériorité face aux autres. Son plan de tuerie avait donc pour but de démontrer de manière concrète cette supposée supériorité. Ouais. Par ailleurs, Je comprends tellement pas ce raisonnement-là. Du psychiatre ou de Carl Giroir? Non, de Carl Giroir! Je veux dire, les bourreaux, c'est des bourreaux. Oui. Les Puis ils sont pas mal des... Tu sais, les je bourreaux, sais pas c'est si... des bourreaux, c'est pas des rois. Les rois tuent pas du monde. Je sais pas s'il y a des gens Je comprends pas. qui nous écoutent, qui ont déjà lu Dieu et nous seuls pouvons de Michel Foucault. Non, je l'ai pas lu, moi. Rappelez-vous que les bourreaux, c'était comme des rejets complets de la société. Ben, là, 100%, parce puis- que justement, leur emploi, c'était comme... En même temps que les gens tripaient à aller assister à des exécutions, il y a personne qui voulait aller prendre une bière avec le bourreau après. Ben non, là. il y a personne qui veut faire le dirty work, là. C'est... Ouais, je pense qu'il manquait peut-être un petit peu de cours d'histoire. Ou de Carl cours de Giroir. français où il aurait lu Dieu et nous seuls pouvons de Michel Foucault. Mon Dieu, mais je ne lui souhaite pas. Il me semble que c'est pas une lecture pour un cours de français, ça. C'est plus Ben, pour je un l'ai cours de lu philo. en français En secondaire 4. Pour vrai? Oui. Ah, mais je trouve que c'est bien plus pour un cours de philo ou de politique, là, que tu pourrais discuter de... Ouais, mais c'était un récit historique. C'est pas de la philosophie. C'est de la fiction. Non, je sais, mais je veux dire, c'est comme... Mais je me rappelle pas pourquoi qu'on lisait ça, par exemple. Ben, c'est ça que je me pose comme question, parce que c'est plus quelque chose pour réfléchir que quelque chose pour être entertain. Par ailleurs, la couronne insiste sur le fait que vers l'âge de 10 ans, Giroir avait rencontré 2 pédopsychiatres qui ne lui avaient pas diagnostiqué de schizophrénie ou d'autisme, mais plutôt un TDAH pour lequel on lui avait prescrit du Ritalin. Médicament que Giroir avait cessé de prendre au moment des faits qui lui étaient reprochés. Je pense pas que c'est la faute du Ritalin non plus. Là. Non, moi non plus. OK. La couronne s'attaque également à la crédibilité du docteur Chamberlain, Ben oui! l'expert de la défense. Elle affirme que celui-ci avait un biais de confirmation, puisque Oh. le lendemain des attentats, Oh. soit le 1er novembre 2020, Oh! il avait accordé une entrevue à la radio, au Oh cours non. de laquelle il avait affirmé que, selon lui, il ne faisait aucun doute que le suspect dans l'affaire souffrait de troubles mentaux. Oh non! Ah, c'est pas un bon look, ça, Monsieur Chamberlain. Oh là là. En plus du neuropsychologue William Potier, le psychiatre Sylvain Fauché, aussi de l'Institut Pinel, viendra témoigner pour la couronne. Au moment de son contre-interrogatoire, les arguments de la défense se font de plus en plus wild. Tout d'abord, Maître Pierre Gagnon demande du tac au tac au docteur Fauché si tuer des gens pour faire changer la société et nous ramener à une époque médiévale, ça a du bon sens. Impassible, le docteur Fauché fait référence à l'État islamique. Quoi? Ce n'était pas leur intention de nous ramener à une époque où la femme n'a aucun droit et il fallait faire des actes de violence pour y arriver.
Hein? Gagnon tente de réfuter cette affirmation en disant qu'avec un tel raisonnement, on finirait toujours par trouver un groupuscule au fin fond de la planète Terre, prêt à passer à de tels actes. Hein? Le docteur Fauché n'est toutefois pas d'accord. Je ne connais pas le nombre de combattants de l'EI, mais je ne pense pas que ça a été un groupuscule au fin fond de l'univers. Par le fait même, il ajoute que les combattants de l'EI ne sont pas en proie à des délires au moment de commettre leurs actes de terreur. Les combattants du feu. Les combattants du feu, mais Comme- ça, c'est des pompiers. Les romans... Oui, c'est ça, comme les romans érotiques. Nice. Il y a comme 3 personnes qui vont faire « Ouais, ça! Ouais, je me rappelle avoir vu ce livre-là. Maître Gagnon Je suis vraiment revient... confuse. Ok. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Non, je suis confuse par cette histoire d'État islamique, là. Qu'est-ce qui se passe, tabarnak? Dans le fond, c'est que Maître Gagnon demande au docteur Fauché Ouais. est-ce que c'est normal de penser des choses comme ça parce qu'il veut que Sylvain Fauché dise comme non, c'est vraiment pas normal, c'est comme vraiment un craqué dans le plafond qui pense à des affaires de même. Ah, ben là, il est... Puis Monsieur Fauché, il dit comme oui, mais il y a toujours des groupes extrémistes qui veulent passer à des actes comme ça, faire des génocides, faire de l'eugénisme. Ah, c'est je comme- comprends, je comprends. Puis comme ils sont pas d'accord. nécessairement en proie à des délires, c'est juste une idéologie qui vient s'implanter dans leur tête puis qu'ils veulent réaliser. C'est une idéologie craquée mentale. Voilà. Ah, d'accord, je comprends. Ensuite, Maître Gagnon revient à la charge en faisant référence aux propos de Giroir selon lesquels les malades et les faibles ne méritaient pas de vivre. Cette fois-ci, Fauché cite comme exemple les nazis qui Ah! adhéraient au principe de l'eugénisme. Wow, on est arrivé au point Godwin. On est là. arrivé au point Goodwin. Nice. Puis comme je vous dis, Giroir avait clairement une croix gammée de tatouée dans le dos. Ah oui, c'est vrai, tu nous as dit ça tantôt, je m'en rappelle. Il ajoute que d'autres groupes croient également à ces principes et qu'eux non plus ne sont pas en proie à des délires. Mais ce sont quand même peut-être des craqués mentaux. Ben, je veux dire comme... Est-ce que ce diagnostic est dans le DSM, les craqués mentaux? Non! Ah non! Selon bon. la thèse de la Couronne, le Oui. comportement exhibé par Giroir en prison et suite à son arrestation démontre qu'il est impossible que celui-ci ait été en psychose au moment d'attaquer 7 individus dans le Vieux-Québec, Ah ouais? à moins qu'il ait bénéficié d'une guérison miraculeuse. Hein, quel était ce comportement? Puis il était parfaitement normal. Ah, ok. Je pensais que t'allais nous donner des exemples comme... Ben, je vais le dire, oui. Il lavait ses cheveux d'une manière totalement normale. Allez-vous croire que Carl Giroir, qui est obsédé par cette mission pendant 6 ans, va exécuter la mission, sortir de sa psychose en un claquement de doigts, ne plus jamais y penser et ne plus jamais en reparler, et ce, sans aucune forme de médication? Ouais, mais ça se peut-tu qu'il était juste dans sa psychose, puis il a continué à être dans sa psychose, puis là, il est encore dans sa psychose maintenant? C'est la théorie que je vous apporte. Je suis avocate de la défense. Pour appuyer sa thèse, la Couronne rappelle que Giroir avait un comportement exemplaire, tant au moment de son arrestation que lors de sa détention. Ouais. Que celui-ci socialise avec les autres détenus, plaisante et joue aux cartes. Comme, What? il est parfaitement normal en prison. Voyons donc, ok. Partie 8. Verdict. Oui. Après 5 jours de délibération, Fatigué, là. le jury est prêt à rendre son verdict. Coupable! Carl Giroir est déclaré coupable de Ah 2 bon. meurtres au premier degré et de 5 tentatives de meurtre. Ouais, Pour ce faire, il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. ouais. Au moment de prononcer la sentence, des victimes collatérales du crime de Giroir tiennent à se prononcer. Oh, comme le chihuahua? Non. Ils l'ont mis devant le micro pété. Oh, Tout d'abord, Marie-Claude Veilleux, la belle-sœur de Suzanne Clermont, oh non. souhaite s'adresser directement au meurtrier. Vous êtes dans mon dos, monsieur Giroir. Je ne peux pas vous voir, mais j'espère que vous ne faites pas comme vous avez fait tout au long du procès. J'espère que vous ne vous mettez pas les doigts dans les oreilles en vous balançant pour simuler un trouble quelconque. Oh my god! Garde-toi une petite gêne, Carl Giroir, hostie. D'accord. Je vous demande de m'écouter. Vous avez charcuté ma belle-sœur. Oh, Vous lui avez tranché le cerveau. arc! Alexandre Bissonnette, lui, le meurtrier de la mosquée à Québec, Ouais. lui a choisi d'assumer ses responsabilités et j'attends toujours l'expression de l'ombre de remords de votre part. La mère de François Duchesne prendra également la parole par écrit. J'ai 83 ans et les années qui me restent sont gâchées par la perte de mon fils. Il n'y a rien de pire que la mort d'un enfant. Ouais. Conclusion. Après la pluie et le beau temps, Oh! malgré le bouleversement qu'il a vécu le soir du 31 octobre 2020, Rémi Bélanger publie un émouvant témoignage où il déclare avoir pardonné à son agresseur. J'étais dans l'ambulance le 31 octobre et je lui avais déjà pardonné. Pour moi, ce gars-là, pour commettre ce qu'il a commis, c'est sûr qu'il a été fucké par quelque chose, et ce quelque chose aurait été assez pour me fucker moi ou vous fucker vous. Plutôt que de s'acharner sur Giroir, Bélanger prône une prise de conscience quant au manque de services offerts en santé mentale au Québec.
100%. Ma satisfaction, ce serait de savoir que ce gars-là a l'aide dont il a besoin depuis vraiment longtemps. L'être de chair qui tenait l'épée ce soir-là, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de cet être, il restait plus grand-chose du gars. Violoncelliste de formation, Bélanger entrevoit avec optimisme son futur à titre de musicien. Peu importe l'état de mon corps, peu importe l'état de ma main, je reste violoncelliste, j'ai de nouvelles limites à explorer, je ne sais pas c'est quoi, un artiste qui travaille avec un trauma, mais je suis en train de le découvrir. Suite à son décès, le Musée national des beaux-arts du Québec décide de rendre hommage à François Duchesne. Oh. Il n'y a pas de mots pour exprimer notre tristesse face à la perte d'un collègue et ami de la qualité de François Duchesne, déclare le directeur général du MNBAQ, Jean-Luc Murray. Pour apaiser notre peine, nous souhaitons lui rendre hommage à notre façon, humblement, et surtout faire savoir au monde entier toutes les qualités de cet homme, si humain, si lumineux, si positif, de cet homme de cœur si sensible aux autres. Oh. En l'honneur de Duchesne, le MNBAQ décide de renommer en son nom un programme d'art-thérapie pour les jeunes adultes qui souffrent de troubles de santé mentale. Oh. Selon Murray, l'hommage sert à rappeler que la culture peut aider à rendre le monde meilleur. Oh. Le 31 octobre 2022, une plaque en souvenir de François Duchesne et de Suzanne Clermont est érigée par la Ville de Québec sur la place d'Armes. Suzanne Clermont, François Duchesne, leur mémoire est pour toujours gravée dans le cœur de notre cité, peut-on lire sur le mémorial. Oh non! Et ça finit comme ça. Oh, c'est si triste. Ah oui. Bravo, tu l'as très bien raconté. Je sais pas, t'arrêtais pas de me poser des questions. Ouais, mais T'avais là- pas l'air sûr. Mais là, c'est juste à part de l'État islamique, là, je comprenais pas ce qui se passait. Ouais, mais là, je trouvais là. ça un peu fucké comme argument. Là, j'étais comme, où c'est qu'on s'en va avec ça, messieurs? On peut-tu comme rester J'ai- à Québec? J'ai bien hâte de voir où c'est qu'on s'en va avec l'histoire de l'État islamique. Non, mais c'est ça, tu l'as super bien raconté. Bravo. Merci. C'était vraiment intéressant. Oh, et c'était très triste. Voilà, mais je répète, les jeux vidéo ne sont pas à l'origine des troubles de ce monde. Ben comme non. On a justement un channel dédié aux jeux vidéo sur notre magnifique Discord. C'est incroyable. Et les gens sont très normaux. Les gens sont très normaux et très enthousiastes par rapport aux jeux vidéo. Je pense que le problème, c'était vraiment l'isolement, le manque de ressources en santé mentale. Ouais. Puis Bourdieu qui s'est assis en disant comme « Ah, ce monsieur a vraiment l'air de vouloir tuer des gens. Je me demande qu'est-ce que je vais manger pour dîner. Je trouve ça ahurissant, cette affaire-là. Même s'il était très jeune. Mais ça, c'est encore plus une raison d'être alarmé. Ben, je veux dire- pas en tout. » Justement, il est très jeune, fait que me semble agir le plus rapidement possible Oui. pour éviter des problèmes plus tard. Oui. Ah. Mais en faisant mes recherches, j'avais retrouvé aussi des entrevues à la radio avec Paul Arcand où on relatait qu'est-ce qui se passait pendant le procès. Puis justement, Paul Arcand s'est beaucoup arrêté sur le cas du Dr Bourdieu, puis demandait à ses invités si, selon eux, Bourdieu avait fait un bon travail. Puis Ouais. le nerf de la guerre, c'était vraiment le travail du Dr Bourdieu. Puis Ouais. je pense que Paul Arcand était vraiment pas d'accord avec cette partie-là quand Mais non, je comprends. vraiment avec tout le monde qui venait commenter à son émission, il ramenait toujours le Dr Bourdieu. Puis je veux dire, quand j'ai fait... Au début, je me demandais si c'était de l'acharnement, puis finalement, quand j'ai lu son témoignage au Dr Bourdieu, j'ai vraiment l'impression qu'il a comme... Je m'excuse, il a pas fait son travail. Il a échappé la POC en bon français. Puis j'espère qu'il y a des remords, puis qu'il fait un petit peu de soul-searching présentement, mais là, je sais que à toutes les fois que toi et moi, on se prononce un peu plus... de façon un peu plus concrète sur certains sujets, on a toujours les experts et les expertes qui nous écrivent pour dire comme « Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne! » Ouais. Alors, gênez-vous pas, puis dites-nous-le si c'est pas comme ça que ça fonctionne, on veut l'apprendre, parce qu'il y a comme d'autres cas que vous nous avez demandé où les gens ont clairement eu des problèmes de santé mentale. Ouais. Puis voilà, on veut pouvoir en parler comme il faut avec toute la nuance qui s'invite dans ces sujets. Oui, c'est ça, je suis bien... je suis pas déroutée par ta façon de raconter l'histoire pantoute. Moi, je trouve qu'il y a un morceau du puzzle qui manque. Parce que, je veux dire, ils ont parlé de son enfance. Il me semble que... Je vois pas là-dedans qu'est-ce qui pourrait possiblement expliquer un aussi gros trouble de comportement.
Puis je veux dire, son père, il a quitté la famille quand il avait 10 ans. C'est pas... Je sais pas, tu sais, je sais que c'est plus difficile dans les contextes de, je sais pas, famille monoparentale, tu sais. Là, non, ça a pas été ça pendant une grosse partie de sa vie. Ça m'arrêtait pas monoparental. Il y avait l'affaire avec les enfants dans l'autobus. Je sais pas, j'ai pas compris exactement c'est quoi là-dedans qui explique qu'il a développé ce problème-là J'en ai aucune idée, moi non dans son plus. rapport au monde. Ben, c'est ça. Puis aussi, je sais qu'il y a des mères célibataires qui nous écoutent, il y a des mères célibataires sur notre Discord, puis vous faites un travail incroyable avec... il y a des pères célibataires aussi, on n'en parle pas assez. Il y a des pères célibataires, vous faites de l'excellent travail avec les ressources que vous avez, puis comme... Tu sais, moi, je suis pas à l'aise aussi, là, dans les cas de procès pour meurtre, où est-ce que, comme, faut toujours mettre l'accent sur le fait qu'il y avait une mère célibataire. Je veux dire, comme... Non, j'avoue, c'est pas... j'en sais tout ce que je disais. C'est pas un lien automatique... c'est pas un lien automatique à faire, là. Ah, il y avait une mère célibataire. Je veux dire, je connais... J'ai une de mes très bonnes amies qui a été élevée par une mère célibataire, puis elle va très bien, puis elle a eu une très belle enfance et elle est encore une très belle adulte avec une super belle relation avec sa mère, là. C'est comme... Les deux vont pas ensemble, puis je trouve qu'on met beaucoup de blâme sur le dos des mères célibataires. Oui. Quand je pense qu'on devrait plus se regarder en tant que société puis se demander si les mères célibataires ont assez de ressources. Oui, absolument. Mais c'est pas exactement ça que je voulais dire. Non, je sais, mais je tiens à préciser ma pensée. Je veux plus dire que, tu sais, quand on entend parler justement des gros tueurs en série aux États-Unis, des trucs comme ça, il y a beaucoup de trucs dans l'enfance. Ils ont vécu des traumas. Oui, des abus sexuels, mettons, ou comme de la violence au sein de la famille, ou tu sais... Là, je comprends pas là-dedans qu'est-ce qui fait qu'il aurait développé ce problème-là dans son rapport au monde. Je sais pas, honnêtement, je m'attendais, quand j'ai fait mes recherches, à quelque chose de... Tu sais, je m'attendais à trouver quelque chose comme ça, qu'il était arrivé quelque chose quand il était plus jeune, où je me demandais s'il était comme tombé dans un rabbit hole sur Internet, puis qu'il avait subi une radicalisation, comme Alexandre Bissonnette, c'était son cas. Mais non, je trouvais rien d'autre qu'une personne isolée qui jouait beaucoup aux jeux vidéo. Mais je veux dire, moi-même, je l'ai eu assez rough à l'école secondaire, puis comme... Je sais pas, là, j'ai pas envie de passer ma revanche sur le monde en entier, là. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais... Mais tu sais, je conçois aussi que j'ai eu le privilège d'être suivie en thérapie, puis que maintenant ça va mieux, puis j'ai été suivie par un médecin, mais comme... Je veux dire, non, j'ai pas envie de faire quelque chose de même, là, ça me parle pas du tout. Je veux dire, je peux avoir de la compassion pour quelqu'un qui l'a eu rough au secondaire, qui s'est fait écœurer. Je veux dire, c'est vraiment difficile, puis je pense que des fois, on comprend pas à quel point ça fait des marques vraiment profondes. Mais comme moi, ce que ça a fait, c'est plus que j'ai comme de la misère à faire confiance aux autres, mais pas au point d'éprouver comme des désirs de violence envers la société en général, là. Je veux dire... Moi, je pense que c'est vraiment plus une question aussi de comme dans les écoles, il faudrait trouver peut-être une manière de gérer un peu plus les éléments un peu chaotiques, mais même à ça, je travaille pas dans une école non plus, fait que je me prononce pas trop là-dessus parce que je suis pas une experte là-dessus non plus. Ouais, non, je comprends. Mais non, je vois pas qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on en arrive là. Je pense que c'est vraiment une combinaison d'une personne qui avait besoin d'aide, qui en a pas eu, puis que les choses se sont exacerbées pendant la pandémie. Oui, absolument. Je sais que la pandémie, ça a été très difficile pour beaucoup de gens. Puis sachez-le, Catherine et moi, on vous le dit, on le dit, on le redit, allez chercher de l'aide. Je sais que c'est difficile, aller chercher de l'aide. Cet épisode-là nous l'a montré. Malheureusement, il y a beaucoup d'attentes, etc., mais on vous encourage quand même à aller faire ces démarches-là. Puis même au pire, là, si ça va vraiment pas, vous allez à l'hôpital puis vous demandez de l'aide. Oui, ça c'est vrai, ça c'est gratuit. Si vous êtes en crise, vous allez à l'hôpital, vous demandez de l'aide. Ouais, on va vous en donner. Absolument. Mais tu sais, oui, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de listes d'attente, puis c'est certain que... Tu sais, je vais te dire quelque chose de controversé, là, mais ça peut valoir la peine de s'endetter pour consulter au privé. Parce que là, il n'y a pas d'attente, tu sais. Fait que si t'es prêt à mettre 100$ sur ta carte de crédit une fois par mois, là, ça peut valoir la peine d'aller au privé. Oui. Puis, tu sais, des fois, regardez... comme là, je veux pas faire de jugement si vous n'avez pas d'emploi présentement, mais si vous avez un emploi, regardez avec vos assurances. Oui, parce qu'il y a souvent le programme d'aide aux employés aussi à l'interne, indépendamment des assurances aussi. C'est ça. Moi, je sais que j'ai droit à comme
un certain montant par spécialiste. Ouais, moi aussi. Donc, tu sais, je vous invite à aller voir votre employeur puis à voir qu'est-ce qu'il prévoit dans vos assurances. Puis sinon, il y a des programmes d'aide aussi, il y a des lignes d'écoute qui sont complètement gratuites et qui peuvent vous aider à vous rediriger vers la meilleure ressource pour vous. Donc, on vous encourage à vraiment tendre la main. Puis, n'oubliez pas, autant les hommes que les femmes, tout le monde, on peut avoir des moments de faiblesse, mais l'important, c'est de le reconnaître puis aller chercher l'aide pour nous aider à traverser ce moment-là. Vos problèmes de santé mentale, c'est pas de votre faute, mais c'est votre responsabilité de faire des démarches pour essayer d'atténuer S'en occuper. le problème. Oui. Parce que c'est pour votre sécurité, c'est pour la sécurité des autres, mais c'est pour votre sécurité à vous aussi. Mais c'est pour votre bien-être aussi. C'est pas, je veux dire, on va se le dire, c'est pas normal de vivre dans une douleur émotionnelle perpétuelle. Non, absolument pas. T'sais, effectivement, la douleur, ça finit par passer, mais je veux dire, si la douleur, elle est constante, ben, c'est normal qu'à un moment donné, ça devienne trop, puis qu'on se dise, OK, mais là, j'ai besoin de trouver de l'aide. Voilà. Parfaitement normal, parfaitement acceptable. Puis si vous avez peur de faire des démarches avec votre employeur parce que vous voulez pas que vos collègues de travail soient au courant ou whatever, ça passe à travers les ressources humaines, puis c'est sous le sceau de la confidentialité aussi, là. Oui. Ouais. Ils n'ont pas le droit de divulguer cette information-là non, à c'est propos ça. de vous. Là. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller voir votre boss pour lui dire « Hey, je fais le pas ». Vous allez voir quelqu'un qui va être tenu de garder ça pour elle ou lui, là. Puis vous pouvez dire comme moi, j'avais juste des questions à poser sur un autre dossier par rapport, puis les ressources humaines ne révèlent aucune information sur leur conversation avec les employés. C'est leur travail de gérer ça. Voilà. Donc voilà. Puis aussi, si vous voulez garder ces démarches-là pour vous, ben il n'y a pas de problème. Puis si vous avez personne à qui en parler, ben Catherine puis moi, on est là. Ça peut paraître vraiment niaiseux. Puis vous dites « Non, mais vous me connaissez pas », mais non, gênez-vous pas, il y a des gens qui nous ont écrit pour nous demander de l'aide, pour nous demander des ressources, puis on les a redirigés. Ben oui, ça me fait plaisir de vous répondre puis de vous épauler là-dedans. Là. C'est vraiment pas... Pour ça nous, nous fait plaisir. C'est pas un poids pour nous du tout, là. Non, pour nous, c'est... Plus on va vivre dans une société comme ça, où on va pouvoir se parler ouvertement, puis dire comme... Excusez, c'était l'ordinateur. C'était le firewall. Un câble, oui, c'est ça. Désolée pour ça. Voilà. Mais... je pense que plus qu'on va vivre dans une société où est-ce qu'il va y avoir moins de tabous autour de la santé mentale et idéalement aucun tabou autour de la santé mentale, on va vraiment arriver à mieux vivre ensemble puis à se sentir plus à l'aise. Puis je pense qu'il y a comme beaucoup d'anxiété qui va disparaître parce que je pense que des fois, il y a beaucoup d'anxiété qu'on ressent qui vient aussi de notre stress à aller chercher cette aide-là puis au jugement des autres. Mais sachez qu'avec nous, il n'y en a pas de jugement. On le sait. Ben non. On sait c'est quoi, puis on veut juste votre bien. C'est ça, parce que la première étape, c'est la normalisation, justement, c'est de comprendre que si vous allez pas bien, vous n'êtes pas la première personne dans l'histoire de l'humanité à ne pas aller bien. Il n'y a rien d'anormal par rapport à vous, puis il n'y a rien de honteux non plus là-dedans. Là. Il y a plein de monde qui se sentent comme ça. Voilà. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a plein de monde qui ont les mêmes anxiétés bizarres que vous autres, puis les mêmes tocs bizarres que vous autres, puis il y a plein de monde qui sont dans le même bateau. C'est juste parce que vous les voyez pas. Ouvrez vos yeux, vous allez voir c'est qui y a dans le bateau de la santé mentale dans lequel vous êtes. Et voilà. T'as-tu pas pire, ça? Ben oui. Belle allégorie? Voilà. Bon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Yes, sir. Si vous avez apprécié cet épisode et si vous voulez encourager Audrey, qui a l'air vraiment down maintenant qu'elle a raconté cette histoire, oh boy, eh bien, vous pouvez vous diriger sur nos pages sociales. On est sur Facebook, @unpeudcrime, et sur Instagram, @unpeudcrime dans ton café. On a aussi un beau site web, Linktree, dont le lien est dans notre page Facebook et notre page Instagram. Puis là-dessus, vous allez pouvoir trouver plein de choses, dont le lien vers notre Patreon, mais aussi le lien vers notre PayPal, parce que j'ai oublié d'en parler, mais je nous ai créé un lien pour que vous puissiez, si ça vous tente de nous encourager, mais que vous voulez pas vous abonner pour avoir un paiement mensuel ou un abonnement mensuel à notre Patreon, vous pouvez nous faire un don par PayPal pour qu'on puisse s'acheter plus de café. Donc tous les détails sont sur notre Linktree, c'est disponible sur Instagram et sur Facebook. Et maintenant, le Patreon. Yes, sir. Audrey. Yes, sir. Qu'est-ce que c'est ça? Me donnes-tu la permission de le raconter très vite? Oui.
Le Patreon, c'est une plateforme où on peut soutenir des créateurs et des créatrices et vous nous encourager à continuer de produire plus d'épisodes pour vous. Et en contrepartie, vous recevez plein d'affaires incroyables comme l'accès à notre Discord et un shout-out en ondes et un rabais sur notre boutique Etsy, un rabais pour le reste de votre existence, ainsi que des épisodes bonus et des vidéos bonus où on goûte des cafés dégueulasses. Exactement. C'était très concis. Megan nous a dit que c'était trop long la présentation du Patreon. T'es même pas sur notre Patreon, Megan. Bon, Mais en on même va temps, elle est continuer de pognée le pour dire nous jusqu'à ce que tu joignes notre Patreon. Elle est pognée pour nous écouter parler à longueur de journée. Mais oui, mais c'est un privilège de nous écouter parler à longueur de journée. You are selling yourself short. Là. Oh là là. Ah là là. Alors, maintenant, nous allons saluer les nouveaux abonnés. À notre Patreon. Yeah! Les nouveaux et les nouvelles abonnés. Merci Marion Tossi. Oh, quel beau nom! Merci Mylène Lessard. Merci Mélissa S. Merci Lucille Pérusse. Merci Léa Petitjean. Ah, ça aussi, c'est beau, Oui. ça. Oh, merci Kim Tremblay. Toi aussi, t'as un beau nom, Kim. Merci Mélissa BH. Oh, merci Judith M. Judith M. Voilà. Et merci Luna. Oh, merci beaucoup, tout le monde. Ça nous fait plaisir de vous accueillir dans notre communauté Patreon. Et là- Discord. Et Discord, c'est vrai, notre Discord vraiment incroyable où on discute de plein d'affaires super le fun. On fait le challenge de 30 jours de musique où est-ce qu'on se partage des chansons chaque jour. On Oh yeah. discute de recettes, on s'en partage. On a un channel de pécheresse pour les sorcières d'entre vous. C'est ça, joignez notre Discord, c'est vraiment le fun. Et là, pour surmonter le moral, Yes, sir. on va aller au palais de justice. Yes, sir. Éric Bruno nous attend. Éric Bruno nous attend. Là, Allons-y. on avait décidé tantôt de quoi qu'on allait parler, mais c'est bien trop triste, là, après toute cette histoire-là. Il me semble que ce serait mieux de raconter quelque chose de plus amusant. C'est toi la maîtresse de toute la vérité. C'est moi la maîtresse de toute la vérité. Yeah. Très intéressant, parfait. Alors, on s'en va... Oh, mon Dieu! Je suis la dominatrice de toute la vérité. Ah, parfait. Alors, on s'en va au palais de justice pour vous raconter des beaux plotlines niaiseux de sitcom québécoises. Yes, sir! Yay! Ah, Maître Boutin. Que se passe-t-il, maître Côté? Ah, je vais vous raconter... Revenez-vous du spa, mon Dieu! Vous dites ça à cause de mes beaux gants de coton? Oh oui! Oh, Et c'est- cette petite odeur d'eucalyptus! Oh, c'est une recommandation justement des gens sur le Discord du Palais de Justice qui m'ont recommandé, tous les maîtres qui m'ont recommandé d'acheter des gants de coton pour mes Oh. problèmes d'eczéma, parce que c'est pas facile de se laver les mains à longueur de journée parce qu'on enseigne dans un collège plein de gens qui toussent d'en face. Cessez de tousser dans la face, c'est pas correct. Mon Dieu, vous êtes... Moi, j'enseigne au cégep, en plus. Gardez-vous une petite gêne. Ouais. Mes étudiants, Ouais, vous ils êtes un toussent peu comme vieux des enfants pour ça, du là. primaire, là, comme juste la bouche ouverte. Des fois, calmez-vous. Bon, donc... Non, j'en reviens pas du spa. Non. Dommage. Mais, je vais vous raconter, Maître Boutin, Oui. le plus beau meet cute de l'histoire de l'humanité. Ça Je involve suis prête. un petit monsieur à lunettes puis un Oh. ascenseur. Oh, Lali! Comme la Oh. chanson de Aerosmith. What? Mais oui. Love in the elevator. No, 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 can't calm down. Love in the elevator. Je connais pas cette chanson-là. C'est correct, c'est pas très bon du C'est Aerosmith. donc ben bon. Oh my god! Oh my god! I spend my life, then it's me Oh non, burning sexy. C'est Armageddon! Je sais! Ok, alors. Donc, c'est l'histoire de Denis Bouchard. Yes. Comment il s'appelle? Marc quelque chose. Hugo? dans l'émission. Marc Hugo? Non, non, il s'appelle Marc. Je m'en rappelle plus. Ok, Oh bon. non, Hugo, c'était dans Agnès Sésame. Ah oui, c'est ça. Donc, on va l'appeler Maître Denis Bouchard. Maître Voilà. Denis Bouchard, on est dans la première saison de Toute la vérité. Yes. Et déjà, il a l'air d'un vieux monsieur et d'un enfant en même temps. Et on ne sait pas trop pourquoi. Il a des petites lunettes et Avec cet une air petite corde. perpétuel d'avoir 70 ans, mais en même temps, il n'y en a pas 70 pantoute. Oui, des petites lunettes avec une petite corde. Parce qu'il y a toujours peur qu'il y ait un gros coup de vent. Tu sais, ça Oui. arrive souvent au palais de justice. Il y a plein de problèmes d'aération au palais de justice, on Ouais. est au courant. Et là,
le cher Denis Bouchard, drette quand ça commence, toute la vérité, il est un homme seul. Oh non. Il vit avec pour seule compagnie son chat qui s'appelle Marguerite. Oh. Et là, la petite Miaurguerite madame... Duras. Miaurguerite Duras. Non. OK. Il l'a pas appelé comme ça. Parce que c'est D'accord. peut-être pas un fan de littérature. C'est lui, à la fin, qui va écrire le Ouais, code la des loi. lois. Voilà. Il va écrire toute la loi. Donc, il l'aurait pas appelé comme ça. Il l'aurait appelé, Rude Bader Gins Miao. Quelque chose comme ça. Une affaire juridique. Alors, il vit avec Marguerite, son chat. Et là, la madame qui travaille au café du palais de justice, elle le trouve pas mal cute avec cette petite corde de lunettes. c'est Elle mon aimerait ça king. qu'il vienne accrocher ses lunettes sur sa tête de lit. Fait que là, elle arrête pas de dire Marc, veux-tu venir dans mon groupe de marche? Lui est comme je ne fais pas ça marcher. Je fais juste ramper. Puis là, il est Comme un serpent. il est comme bien mal à l'aise parce que, tu sais, il est plus vraiment dans le game. Puis là, lui et sa femme, ils se sont séparés il y a un petit bout. Mais là, il sait pas vraiment comment rembarquer dans le game. Puis en même temps, on comprend qu'il est comme pas vraiment tant intéressé par la madame du café, mais il sait pas comment lui dire. Puis il est juste un petit peu, en bon français, une chiffre molle. Oh. Alors, sa collègue, maître Hélène Florent, Oui. qui, elle, à un moment donné, turn down Émile Prout en lui disant « Je ne ressens pas de fizz pour toi. » Pas de fizz. Elle, sa conception de l'amour, c'est le fizz. Donc, elle va le voir. Elle lui dit « Mon Dieu, mais Marc, tu ne trouveras jamais le fizz si tu ne fais pas un petit peu de marche une fois de temps en temps. » Moi, c'est le Virgin Media. Fizz. Alors, il dit « D'accord, je vais me forcer. » Puis là, il s'achète des running shoes. Puis là, il y a une date pour aller marcher avec la madame. Puis là, ça y tente vraiment pas. Fait que là, Il va reculons, bon, il marche à reculons. il marche Il à fait du reculons moonwalk. pour aller à À l'aéroport. Non, pas là, à l'ascenseur. Puis là, il On rentre va dans aller prendre une belle l'ascenseur. marche dans l'aéroport Montréal-Trudeau. Sur les petits tapis qui vont Oh vite. oui. Oh, là, tu marches super vite. Et là, il rentre dans l'ascenseur. Et là, il y a une madame qui rentre dans la minute. Tenez la porte. Puis là, il tient la porte. Puis là, madame, elle rentre. Puis là, il dit, quel étage? Je vais au rez-de-chaussée. Ah ouais, moi aussi. OK, parfait. L'ascenseur commence à descendre. Puis là, bang! Panne d'ascenseur. Oh non! Puis ils sont comme, oh mon Dieu, mais c'est épouvantable. Puis il dit, attendez, j'ai la situation sous contrôle. Puis il pèse sur toutes les pitons. Puis il est comme, help. Mais il y a personne qui répond. Puis ils sont comme, bon, ben, on va devoir attendre. I guess this is all we die. Fait que là, il s'assoit à terre. Là, elle ouvre sa boîte à lunch. Ils ont des petites carottes, des petites céleris. Ils mangent des crédits ensemble. Puis à un moment donné, elle dit, peut-être que c'est le destin, hein. Puis il dit, Peut-être. comment ça? Elle lui dit qu'elle s'appelle Lucie. Puis elle dit, je m'en allais en fait ce soir à un rendez-vous de rupture. Puis il est comme, non! Oh! Puis elle dit, ben oui, elle dit, je sortais avec un C'est une gars. date où est-ce que tu regardes Rupture? Non! Tu regardes pas Rupture dans une date parce que c'est trop triste, Rupture. Ok, Ça, c'est un ok. autre affaire. Un jour, on va te compter Rupture. Bon, ben là, non! Bon. OK. Elle s'en allait dans une date de rupture parce qu'elle sortait avec un gars avec qui elle savait là, que c'était doomed from the start. Oh non. Puis en fait, c'était doomed from the start. On va l'apprendre plus tard parce qu'elle sort avec un homme marié. Puis là, elle s'en allait pour lui dire que c'était fini. Là, elle dit peut-être que c'est le destin. Peut-être que je devrais pas lui dire que c'est fini. Peut-être que je devrais rester avec. Non, Puis là- madame, non. Marc lui dit hey, moi, je m'en allais dans une première date dans un club de marche auquel je voulais pas aller. Peut-être que c'est le destin. Peut-être que je devrais pas aller au club de marche. Puis là, ils sont comme et ensuite, l'ascenseur est réparé. Oh non. Mais vont-ils se revoir un jour? J'espère. Oui, ils vont se revoir bientôt. Dans un autre épisode. Je vais vous conter ça dans un autre épisode. L'amour, c'est beau, l'amour. Il y avait du fils dans l'ascenseur ce jour-là. Yes. Et aussi des Virgin Mary. Ton affaire de Virgin tantôt. Non, c'est parce que Fizz, c'est une compagnie de téléphone. Oui, aussi. Fait qu'il y avait du Virgin, il y avait du Bell, il y avait du Ah! Vidéotron, Fido. il y avait du Fido surtout. Oh yeah. Oh non! Bon. Alors, c'est comme ça que s'est passé le meet cute entre Maître Marc et Lucie dans l'ascenseur. Oh. Lucie, la greffière qui sort avec un Oh. homme marié. Merci. T'as réparé mon cœur et ma foi en l'amour. Ben, l'amour existe encore. L'amour existe encore. Oui. Même si elle a pris son camp. Ben, c'est ça que j'allais dire. T'es en train de chanter la toune de... Ouais, je me suis trompée. Désolée. J'allais dire la toune de la bataille des boules. Comment ça Non, ça s'appelle comme ça maintenant. La bataille des boules? Oui, la bataille Ok, des boules. Le film de Noël que j'ai jamais Oui. vu, là, comme je vous ai dit. Ok, ben, tu chantais la chanson de la bataille des boules. Oui, je sais, je me suis trompée. Merveilleux. Alors... Il y a trop de chansons d'amour. Ah, il y en a trop. Écrivez des chansons sur les salamandres comme Catherine nous avait demandé dans Oui. l'épisode de Lavacanda. Oui, personne fait ça. C'était quoi, je voulais un groupe de métal sur les salamandres? Ouais. Ouais.
que ça sonne comme quelque chose que Peter Gabriel aurait fait aussi. Juste arrivé déguisé en salamandre. Ben là, pour finir, Maître Boutin, connaissez-vous le fait divers du monsieur qui ramassait des iguanes qui étaient gelées? Non, Maître Côté, mon Dieu, d'où ça sort? Oh my god, ça sort de la Floride. Ah, l'hiver, quand il fait fret, les iguanes entrent en hibernation et elles tombent des arbres. Bong, bong, bong. Oh non! Et là, il y avait un monsieur de la Floride, Florida Man, c'est toujours eux autres, Florida Man! qui ramassait les iguanes. Il était comme, hey, c'est donc bien chill, j'ai vu. Puis là, il les a mis dans son char. Puis là, il commençait à conduire son char. Mais là, dans son char, il faisait chaud. Fait que là, ils sont tous sortis d'hibernation. Fait que là, il y avait 30 iguanes qui couraient dans son char. Fait qu'il n'y a pas eu un accident. OK. Si vous pensiez que les salamandres, c'était pas heavy metal, les reptiles, c'est vraiment heavy metal, OK? En passant, si vous ennuyez, Salamandre 666! ma recommandation, googlez votre date de fête et Florida Man. Ah, ça, c'est toujours plaisant. Moi, c'est quelqu'un qui a frappé quelqu'un avec un sapin de Noël. Ah, c'est donc beau! Ah, il devait l'avoir mérité. Écoute, je sais pas. Il y a passé un sapin. Je vais taper la cuisse. C'est même pas moi qui ai été dans le penitentiary aujourd'hui. Ah, c'est moi, j'y vais. D'accord, je vais vous donner la clé, vous pourrez me laisser là pour toujours. Ah, au revoir tout le monde. Merci au revoir, les merci. patrons et les patronnes et les auditeurs et les auditrices et les gens et les gens et les eux et les elles. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et les Très pirates important. et les piratés. Je sais pas qui d'autre. Il y a Ok. les pirates qui nous écoutent. Ceux-là, là. Bon, Tout le bye. monde. Prenez soin de vous. Bye. Bye bye. La séance est levée. Joyeux Halloween. Joyeux Halloween! Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Lies, exploitation, and the American dream turned nightmare. This is Big Sugar, a deep dive into the inner workings of the sugar industry. I'm Celeste Headley, and in a new podcast, I'm investigating a true crime story like no other about the men who risked their lives to cut sugarcane. In Big Sugar from iHeartMedia, Imagine Audio, and the teams at Weekday Fun and Novel, I'll unravel a decades-long fight to get justice. If they were right, then these workers were owed tens of millions of dollars in extra wages. Listen to Big Sugar wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.